Je lui dis: «Où est mon cahier? Où est mon cahier? Où est mon cahier?» On ne l'a pas retrouvé. J'ai dû sauter on stage avec Jack Welch pour 1 heure et demie avec une feuille blanche. Waouh! J'avais paniqué, OK. mais ça m'a obligé à écouter, à réfléchir. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Eduardo, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, c'est un plaisir. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, on va parler de leadership aujourd'hui au sens assez littéraire et philosophique du terme. C'est que tu te présentes, tu nous expliques qui tu es, d'où tu viens, nous résumer ta carrière en 2 minutes et nous expliquer tes fonctions actuelles. Parfait. Ben écoute, je suis argentin, artiste peintre à l'origine, puis ingénieur industriel, puis MBA aux États-Unis. J'ai vécu 5 ans à Paris, où j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai 6 enfants. Hem Et puis j'ai fait une carrière comme entrepreneur dans une boîte qui faisait de l'événementiel, c'est-à-dire des grands rencontres entre leaders et executives. Quand, on a vendu la boîte il y a 10 ans, je me suis dit: «Voilà, comment est-ce que je peux transmettre tout ce que j'ai appris?» J'ai écrit un bouquin qui s'appelle People First Leadership et et j'ai commencé à faire, d'un côté, des conférences pour transmettre ce message et puis de l'autre côté, des membres des boards, administrateurs, hein. Aujourd'hui, je suis, dans 2 boîtes, une qui fait du vin, à l'origine de vin français, mais en Argentine, et l'autre, un groupe financier qui est coté en bourse aux États-Unis. Ok. Super. On aura l'occasion de revenir sur ta carrière. Tu nous as parlé de tes débuts. Donc, toi, tu es argentin, tu es parti aux États-Unis et après, tu vas même t'expatrier en France. Première question sur la partie culturelle, différence culturelle. Quand toi, tu arrives aux États-Unis pour pour terminer ton cycle ingénieur et embrayer sur un MBA, quels sont les premiers éléments qui t'interpellent lors de ton arrivée aux États-Unis? Ben, je dirais que, j'avais fait des études d'anglais parce que je suis allé dans une école primaire et secondaire bilingue et Mmh. j'avais même fait des études à Cambridge pour des mois typiques, et pourtant à West Philly, qui est où se trouve, Wharton, ben j'entendais la moitié. Donc il y a eu déjà une sorte de panique en arrivant puisque pour ça, pour s'accommoder, pour comprendre l'accent et les différences d'accent, ça m'a pris peut-être 10 jours, 15 jours, mais ça a été suffi pour paniquer. Mais ensuite, je dirais que, une force culturelle qu'il y a les États-Unis, c'est l'excellence. C'est-à-dire, un but d'améliorer en permanence, de se supérer, une supération permanente, une innovation permanente. Déjà, j'ai bien senti à l'université que c'était pas de blague, c'était vraiment, exigeant et hem et que tout le monde y participait. Mmh. Bien sûr. OK. Tu vas faire ce MBA aux États-Unis, tu vas rentrer en Argentine, tu vas commencer à travailler dans le domaine de l'ingénierie en Argentine et puis tu vas t'expatrier en France en tant qu'Argentin. Est-ce que je vais recommencer la même question. Quelle est l'histoire de cette expatriation? Pourquoi tu pars en France à ce moment-là? Et Oui, quels sont les éléments qui t'interpellent en arrivant? en fait,
pour aller aux États-Unis, j'ai dû faire un effort énorme d'épargne. D'un côté, moi, mon salaire annuel était un peu plus de 3 000 $ par an, puisque l'Argentine, à l'époque, comme aujourd'hui, avait de l'inflation, de l'hyperinflation. Donc, la possibilité d'épargner en monnaie dure était difficile. C'est là où j'ai fait une grande exposition d'art, puisque je travaillais depuis 10 ans avec l'aquarelle, et j'ai pu épargner pour la moitié de mon première année. Je demandais à ma famille et mon père un emprunt pour l'autre moitié, et donc la possibilité d'aller en France. Dans le summer job, j'ai fait du consulting avec Booz Allen, et je le fais au Brésil. Et D'accord. à ces moments, l'Argentine était en crise, et donc quand ils m'ont proposé de revenir au Brésil et en Argentine, je dis non. Je préfère aller en Europe. C'était l'année 90. L'Europe avait le 92 comme milestone très important, et c'était, pour moi, c'était une grande opportunité. Et c'est là que Booz Allen France, qui était dirigé par un Argentin, Jorge Forteza, qui était un grand, m'a invité à rejoindre le bureau de Paris. Donc, je suis allé directement de Philadelphie à Paris pour travailler chez eux. Et si tu veux, il y a D'accord. une anecdote pour moi qui montre très bien cette différence culturelle. Aux États-Unis, tu peux aller dans un Ivy League, c'est-à-dire dans des meilleures universités, avoir ton MBA, mais si tu rates après 1 an ou 2, tu dois recommencer. Dire, c'est pas les titres qui vont t'aider à aller trop loin. C'est pour ouvrir les portes. En arrivant en France, 2 ou 3 mois après, j'étais invité dans un dîner à la Banque de France. Jacques de la Rosière était à l'époque président, et on avait des tables de 8 personnes chaque table, et moi j'avais une trentaine d'années, et il y avait une dame, moi je dis une vieille dame, probablement elle avait mon âge mais actuel, mais 65 ans ou 60 ans, et un monsieur a encore la même âge, et elle lui a demandé: «Et vous monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Et lui, il a répondu: «Je dois dire, madame, que j'ai passé le concours polytechnique». Et moi, j'étais sidéré. Je dis: «Un mec à 60 ans, le mieux ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait à 20 ans». Et j'ai compris, des mois après, qu'en France, c'est très structuré, peut-être aujourd'hui moins, mais encore. Mmh. Et donc, si tu passes par une grande école, le futur est quasiment assuré. Et je pense que ça, c'est une différence culturelle énorme entre la France et les États-Unis. À ce moment-là, oui, en fait, c'est avant ton MBA que tu as travaillé en ingénierie en Argentine. Après, tu as fait ton MBA et ensuite, tu es parti directement en France. Tu parlais déjà français. Comment ça s'est passé? En fait, oui, j'ai mon père avait travaillé en France 2 ans, il parlait français avec ma mère, et donc quand j'étais petit, ils parlaient français entre eux pour qu'on ne le comprenne pas. Et donc je pense que ça c'était une motivation pour l'apprendre. Mais j'avais fait l'Alliance française quelques années de conversation, donc c'était très basique. En arrivant en France, Booz Allen m'a mis pendant 1 mois des cours intensifs, et voilà. Et c'est vrai que ça fait 25 ans que je ne parle pas presque du tout, peut-être 1 fois par an, donc j'oublie. Non, mais déjà, moi, je vais te remercier de t'exprimer aujourd'hui en français pour moi et pour les auditeurs du podcast. Euh, Booz Allen, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que tu faisais pendant ces années à Paris? C'est une société de conseil en management? Oui, exactement. Ça a été racheté par Pricewaterhouse après, donc aujourd'hui c'est Ampersand Strategy, mais c'est l'équivalent de BCG, McKinsey. Donc j'étais consultant en management, donc j'ai fait Mhm. différents projets
pendant ces années en France. Tu vas ensuite rentrer en Argentine. C'est là où tu vas travailler dans un groupe dans l'événementiel, ce que tu disais, HSM Group, c'est ça? Oui, Et ensuite, c'est là où tu vas travailler notamment sur la partie éducation et enseignement. Hem, Tu vas être directeur de HSM Group et aujourd'hui, tu disais que tu accompagnes également des entreprises en tant que membre du comité exécutif. Comment est-ce que tu prends en compte les différences culturelles dans les entités où tu as évolué? il y a une différence de formalité. Peut-être, les entités, françaises sont plus hiérarchiques, un peu moins les sociétés argentines. C'est vrai que les sociétés argentines réussites ont aussi une grande influence et je pense même les françaises, américaines. Le management, Mmh. c'est un sujet qui a été développé, je ne dis pas inventé, mais développé par les Américains. Les premiers et les grands gourous sont américains. De Peter Drucker, Tom Peters, Michael Porter, Philip Kotler sont tous des Américains. Et s'ils sont étrangers, ils doivent déménager et travailler euh, dans une des grandes écoles américaines. Et quand aujourd'hui, donc tes activités, se scindent, comme tu l'expliquais, sur le fait d'être membre de comité exécutif. Je dirais c'est membre du directoire. C'est pas le comité exécutif, c'est administrateur. C'est au niveau Oui, du OK, board. Oui, OK. Donc membre du board de cette société du vin et de Grupo Supervielle. Tu es également, speaker, conférencier et tu fais des formations, en leadership. oui. Quand tu réalises des conférences et des formations, tu donnes des conférences et des formations à travers le monde. Comment est-ce que tu t'adaptes à ton audience, à ton auditoire, en fonction de la nationalité, de la langue dans laquelle tu donnes, les conférences? Je pense que l'écoute, c'est un outil très important. Quand je prépare une conférence, je me réunis toujours avant avec l'organisateur pour comprendre, les attentes, pour connaître la boîte, pour connaître, comme tu dis, s'il y a des petites différences culturelles. J'étais en Chine, il y a quelques mois pour étudier une organisation, le Higher Group, heu, qui est complètement fascinant. J'ai donné un workshop culturel aussi, de culture organisationnelle. Il faut savoir qu'il y a des mots comme culture qui veut dire des choses très différentes selon, où on l'utilise. Mais, et je dis toujours que la culture organisationnelle est comme, au cœur de la culture de la société. Parce que Mmh. quand la société change, les cultures organisationnelles doivent changer avec, OK? Mais même en Chine, je note de plus en plus un langage commun dans le monde du business. Bien sûr, quand je leur demande ou on parlait de, l'importance d'être heureux et qu'est-ce que ça voulait dire être heureux, en Chine, il y a un sens beaucoup plus fort de la communauté, tandis que de plus en plus en Occident, il y a une importance de l'individu, heu, qui Ouais. peut pas, aller contre la société, mais qui décide, ses propres bénéfices et ses propres buts. Donc, voilà des nuances. Très intéressant. Je veux en venir maintenant, à un sujet qui m'intéresse particulièrement dans ton parcours. C'est, comme tu l'as évoqué au début, la l'écriture de ton livre, People First Leadership. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce livre? Pourquoi avoir écrit, un livre, sur le leadership? Après, c'est presque 15 ans comme directeur de cette boîte qui faisait l'événementiel, où ma responsabilité était de proposer et choisir, curer, on dirait comme des œuvres d'art, les intervenants
qu'on engageait pour les différentes conférences. Et on avait une 60aine de conférences dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. Et moi, j'étais responsable d'engager ces intervenants. Je faisais des 200 contrats par an avec des Bill Clinton, Tony Blair, Gorbatchev, Michael Porter et Francis Ford Coppola. Donc, des gens exceptionnels des différentes origines. Hein. Et on a vendu la boîte. Et donc, un ami m'a dit, écoute, tu as tellement d'histoires avec ces gens-là qu'il faudrait que tu écrives un bouquin. Et donc, je me suis dit, OK, c'est une bonne idée. Et voilà comment ça s'est fait. C'est pour ça qu'on me demande combien tu as mis pour écrire le bouquin. Je dis 25 ans. 20 ans pour avoir quelque chose à dire et 4 ans pour l'écrire. Ça a été pas facile pour moi parce qu'au début, je pensais l'écrire en choisissant les meilleurs ou les plus reconnus. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses communes dans les différents entretiens, que les gens disaient les mêmes choses. Et donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de choses en commun entre tous ces messages? Et c'était justement people first. Ils mettent les personnes en premier au centre. Et parmi cela, la culture et surtout les émotions jouaient un rôle important. C'est pour ça que moi je dis, leadership, c'est allumer le cœur derrière un but avec un sens de pertenance, de communauté. Il faut dire aussi que pendant ces années, on a lancé un une chaîne de télé câble en Amérique latine, qui est arrivée à 10 millions de personnes. Et dans cette chaîne qui s'appelait Management TV à l'époque, aujourd'hui s'appelle Wobi, j'avais un talk show. Donc chaque fois qu'on avait l'événementiel, les événements, on baptisait un sort de petit studio télé où je faisais des entretiens, et après on les passait dans les chaînes. Donc j'avais des heures, des centaines d'heures d'entretien avec ces gens-là et donc beaucoup de contenu et pour réfléchir et proposer et partager surtout ces apprentissages. OK. Oui, c'est ce que tu défends dans ton livre People First, c'est le fait d'être leader, mais de placer l'homme au centre du dispositif et d'arriver justement à créer un environnement où justement les individus se sentent valorisés, motivés, engagés. Oui, il y a différentes façons de le mettre. D'ailleurs, moi je parle de 5 rôles clés et les 5 rôles clés, c'est d'abord avoir un dream, un projet, une vision à construire. Deuxièmement, avoir une idée d'équipe, de communauté, de pertenance. Troisième, c'est la communication, mais pour construire la confiance dans l'équipe. Le quatrième rôle, c'est établir un système de prise de décision et en particulier le empowerment. Et finalement, c'est D'accord. créer et gérer une culture organisationnelle. Donc ces 5 rôles clés du leader permet de développer certaines émotions qui multiplient les résultats. Un sense of purpose, un dream, c'est un sens de pertenance, heu, orgueil dans le sens où on est fier de ce qu'on a fait, confiance, donc une sorte de, hem, petite boîte à outils d'émotions qui permet vraiment, motiver les équipes. Parce que moi j'utilise pas beaucoup le mot motivation parce que la motivation est le résultat. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette motivation? Soit d'une équipe de foot ou une équipe des des techniciens ou d'administrateurs, non? C'est la même chose.
Oui, tu viens de me parler des 5 grands piliers. Si j'élève encore et j'essaye de monter sur l'aspect philosophique, qu'est-ce que c'est pour toi un bon leader? D'abord, c'est un leader qui a choisi une passion, un but qui fait du sens à la communauté à laquelle il se dirige. C'est-à-dire, un leader veut changer la réalité. Je dis, on est tous des leaders, toute personne, parce qu'on est tous avec le pouvoir de dire mon mètre carré, comment est-ce que je l'embellis, comment est-ce que je l'améliore, comment est-ce que je fais les choses mieux pour moi et pour le reste. Et le leader démarre une fois qu'il a vu, voilà comment je voudrais changer la réalité. Donc un bon leader choisit cette transformation dans son temps, heu, parce que peut-être il y a des leaders qui veulent changer des choses qui sont pas significatives ou pas, ce que la société demande. Donc d'abord, le numéro un, c'est choisir quelque chose qui vaut la peine dans les moments historiques. Et Mmh. deuxièmement, avoir cette connexion avec les gens pour leur montrer les bénéfices pour eux et la société de faire cette transformation. Donc leadership et si tu veux, je fais une distinction entre leadership et management. Moi, je dis management, c'est le défi de coordonner les ressources pour achever une tâche et que les gens le font parce que tu les payes et ils t'obéissent. Voilà, donc ça, c'est management. Leadership, c'est les choses que les gens te suivent parce qu'ils y croient, parce qu'ils y veulent, Mmh. pas parce que tu le payes. En général, un cadre supérieur est à la fois leader et gestionnaire. Il y a quelques-uns qui ont plus de l'un ou de l'autre. Si c'est que du gestionnaire, c'est achever les tâches et point à la ligne. Tu parles de croire en un projet, de motivation, d'engagement. Selon toi, quels sont les éléments qui permettent justement d'engager ses salariés, ou, en tant que leader, d'engager des individus dans un projet de façon à créer une synergie et à emmener, l'ensemble des individus et d'un groupe dans une même direction? C'est une très bonne question et je reviens à cette idée de un leader, en général, commence par sa propre appel, sa propre vocation à dire: «Moi, je voudrais transformer la réalité de cette façon-ci», soit société civile, un business, un start-up et cetera. Et après, un rôle du leader, c'est aligner les les projets de cette, heu, organisation avec le projet individuel. Donc il faut Mmh. connaître les gens que tu invites parce que tu dis: «Hé, toi Jean, viens parce que ton projet c'est X et ça nous convient à l'organisation et ça te convient toi». Donc articuler les projets généraux avec les projets individuels, c'est une façon d'engager à chacun. Il faut connaître, je crois beaucoup dans la conversation comme un outil de leadership. L'écoute, l'empathie, la le dialogue. Est-ce que j'entends bien? L'écoute active que dont tu as parlé tout à l'heure. Donc je pense que ce sont les façons d'engager vraiment les gens dans le projet général. Quel est, ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur et conférencier à venir? C'est intéressant. Tu sais, dans ces 15 ans de boîte où j'ai parlé avec Michael Porter, 1000 fois ou Jack Welch, il y a des contenus qui sont techniques, le marketing, la stratégie sont des contenus techniques. Il y a le leadership qui est un contenu humain et comme je te racontais, mon développement spirituel allait d'un côté pendant 20 ans et le développement professionnel allait de l'autre. Et ce bouquin m'a donné l'opportunité de le croiser, de l'unifier, parce que finalement, je crois, et mon but, ma passion, c'est
faisons des organisations aussi humaines que chacun de nous, que chacune des personnes qui y travaillent, qui ne sont pas seulement de bras qui font des coups de marteau ou des cerveaux qui font des logiciels, mais qui sont aussi des cœurs, des passions, d'âme, d'esprit, qui ont des rêves, qui ont des rêves de de croissance, de développement. Et donc pour moi, mon défi, c'est de pouvoir transmettre l'opportunité de transformer les endroits de travail dans des endroits de développement personnel et professionnel. Et je crois que c'est pas seulement impératif d'un point de vue moral, si tu veux, dans le sens que c'est bon, mais c'est le meilleur business qu'on puisse faire. Et les organisations ne sachent pas le faire. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui aussi à faire un peu de conseils, mais en culture, pour transformer le boîte Mmh. dans des endroits de croissance et développement personnel. Tu parlais de passion il y a quelques secondes dans ta réponse. Hem, Comment est-ce qu'on arrive à trouver sa passion? Toi, tu parlais que c'est le leadership qui t'a animé. Quels ont été les facteurs, les indicateurs qui t'ont dit: «Ah, moi, j'ai trouvé ma voie, je veux consacrer ma vie à cette cause, à ce thème»? Comment trouver sa passion? Mais c'est aussi une très bonne question. D'un côté, je peux dire que passion is overrated, dans le sens où quand on demande à un garçon ou une fille de 20 ans, 22 ans: «Suis ta passion», tu dis: «Mais si j'ai pas vécu encore». Donc pour trouver sa passion, c'est un journey, c'est un comment est-ce qu'on dirait? Un journey d'une vie, c'est d'une vie. C'est une Hem quête, ouais. Voilà, c'est un parcours qu'au début, je disais: «Je vais faire ce que j'aime». Mais aimer quelque chose, c'est pas la même chose que la passion. Moi, je dis la passion, c'est quand tu t'y mets à faire et tu oublies de déjeuner ou de dîner, tu vois? Si le temps te passe, très vite et si tu veux, il y a un peu d'hasard, il y a un peu de chance. Hem, mais quand j'ai découvert qu'il y avait un message humaniste à transmettre, ben ça m'a allumé le cœur et donc voilà comment j'ai dit: «Beh, c'est par là, c'est par là». C'est vrai que j'ai dû faire un renoncement parce qu'au début, j'avais peut-être un mandat familial, parce que mon père était un PDG et peut-être pour lui, si tu n'es pas un PDG, tu n'étais pas un PDG, tu n'étais pas suffisamment réussi, à dire: «Moi, je suis plutôt un preacher». Je deviendrai plutôt un, comment est-ce qu'on dirait? Un preacher en français? Quelqu'un à transmettre un message à plusieurs organisations et aller en Chine et dire: «Faisons des organisations aussi humaines que chacun de vous, le même qu'eux aux États-Unis et en Allemagne», ça m'allume. OK, superbe. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière, où tu as dû, mobiliser des ressources en toi que tu n'avais pas l'habitude de mobiliser, au quotidien? Beh, écoute, ça vient à ma mémoire, la première fois que j'avais fait un entretien à Jack Welch. C'était au Mexique. Jack Welch qui est le CEO de Le General CEO Electric? de General Electric, il a amené la boîte en 20 ans d'une valeur marché de 14 milliards à 400 milliards dans ce qui a été la plus grande création de valeur de l'histoire du XXe siècle. Et il était vraiment très people first, exigeant comme tout, mais people first. Normalement, les entretiens, c'était au Mexique, face à 3 000 personnes. On faisait dans une séance de 1 heure, peut-être 40 minutes de présentation et 20 minutes de Q&A. Et ça, c'était très facile pour moi parce que pendant les 40 minutes, j'écoutais et je pouvais écrire les questions, même si j'avais préparé en avance.
Le cas de Jack Welch, c'était 1 heure et demie et il a dit: «Je ne veux pas faire une présentation, on fait tout une conversation». Donc je m'avais bien préparé, avait lu son bouquin, avait des questions et juste avant de monter en scène, je suis allé aux toilettes, je donnais à mon assistant, mon cahier et au retour du toilette, je lui dis: «Où est mon cahier? Où est mon cahier? Où est mon cahier?» On ne l'a pas retrouvé. J'ai dû sauter on stage avec Jack Welch pour 1 heure et demie avec une feuille blanche. Waouh! J'avais paniqué, OK. mais ça m'a obligé à écouter, à réfléchir, à dire: «Mais est-ce que ce qu'il me dit, ça fait du sens?» Si je me mets dans les chaussures de l'audience qui sont des entrepreneurs et moi j'imaginais, un personnage que j'appelais Mr Brown qui était propriétaire d'une usine ou d'un négoce de meubles. Ce que Jack Welch est en train de dire, ça fait du sens pour lui? Comment le matérialiser? Comment le clarifier? Et voilà que en partant, il m'a dit: «C'est une des meilleurs entretiens que j'ai eu dans ma vie». Voilà. Mais je OK. reviens à le but de ta question, c'est retrouver 2 choses qu'on a, mais qu'on n'utilise pas et à l'époque et en ce moment, c'était la capacité d'écoute et réflexion. Oui, ne pas oublier que, on a aussi un cerveau et que de temps en temps, il fonctionne très bien et qu'il faut savoir s'en utiliser et c'est vrai que c'est des situations comme ça qui nous rappellent que finalement, il faut se faire confiance et se lancer et réfléchir sur l'instant présent. Ouais. Est-ce que tu as vécu, un échec? Parce qu'on parle de ton livre, c'est un succès, est-ce que tu as vécu un échec? Est-ce que tu peux me raconter cette épreuve? Est-ce que tu as mis en place justement pour rebondir? Mais bien sûr, j'ai eu plusieurs échecs. Peut-être, ce qui me vient à l'esprit, c'est en 2001, cette boîte qu'on avait créée, qui à l'époque avait beaucoup d'internet, parce que c'était les années 99, années 2000, hem, on avait levé de fonds et on avait transformé que les conférences en ajoutant l'internet, le groupe HSM. Il y a eu un moment où on s'est dit: «On peut plus toucher, notre salaire parce que la boîte va faire faillite si on continue à dépenser» et ça avait pas marché comme on s'attendait et donc à ces moments-là, j'ai dû moi j'avais 6 enfants, le l'aîné peut-être 12 ans, 13 ans, la plus petite, 2-3 ans parce qu'en 10 ans, j'ai eu les 6 enfants et et j'ai dû inventer, refaire du conseil mais en faisant ce qu'on on dirait aujourd'hui, c'était du, temporary management. Juste j'ai eu juste un ancien copain qui m'a dit: «J'ai besoin de quelqu'un qui aille dans une usine, à gérer l'usine en transition» et donc j'ai fait 10 Mmh. mois de la navette à une ville à 1 heure et demie de voiture, non, 3 heures de voiture, c'était et et voilà, avec sans touchant, je continuais à travailler dans le start-up qui était le groupe HECM, mais en payant le compte avec, cette, responsabilité de interim CEO, tandis qu'il cherchait une solution plus définitive. Mais j'ai eu, c'était dur, c'était dur. Je le raconte comme un rebondissement, mais c'était dur. Ouais, donc c'est le fait que, ta société était en difficulté à ce moment-là où tu dois justement aller chercher de nouvelles missions de management de transition et donc solliciter aussi de d'autres compétences dans ton quotidien, de façon à s'adapter aussi à au nouvel environnement, je vais dire et à Ouais. l'entreprise, qui te recrute pour une transition. Je dirais que ce qui est clé, c'est never ever give up et ça me rappelle justement un entretien avec le président Clinton, où je lui ai D'accord. demandé qui a été son
son mentor, hein, quelqu'un qui l'a aidé dans la croissance de sa carrière et il a pas hésité à dire: «Ma mère». Je dis: «Mais pourquoi?» D'accord. Parce que ma mère a été veuf, 2 fois, a eu des mariages compliqués, une vie compliquée et qu'est-ce qu'elle t'a appris? À never ever give up et je pense que ça, c'est l'apprentissage. C'est pas un grand c'est pas une sorte de qualité et superbe que je puisse avoir, mais plutôt never ever give up. C'est c'est lever toujours tôt le matin, travailler tout le jour et finalement les choses s'accommodent. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Pour moi, la clé, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage et c'est vrai que parfois, j'ai une curiosité pour des choses qui ne servent à rien, mais qui me plaît, qui m'amuse, qui me qui me tient en vie et mais en termes professionnels et personnels, la lecture, j'adore lire, j'apprends beaucoup à lire et et ça me tient occupé, même pas occupé, mais ça me tient motivé. Ouais, en alerte, en haleine sur, et est-ce que tu penses pas que justement, le fait de s'intéresser à des sujets où tu es novice, débutant, ça ne n'entraîne pas sur des domaines où tu es plus expert, un point de vue différent où ça peut justement, te faire penser à des ouvertures, des idées, sur une matière que tu maîtrises? Tout à fait. Moi, quand j'avais 20 ans et j'avais cette, vocation, double de peinture et d'ingénierie, je suis allé faire des études à Paris d'ailleurs, Académie Port-Royal, et une copine, de l'académie me disait: «Beh, tu fais des dessins, où tu mets une sorte de croquis qui n'est pas exactement à la réalité et tandis que ça te donne cette impression d'avoir, une femme nue au centre de» tandis que l'ingénierie est très dure, mais ça m'a appris à que il y a une perception, il y a une intuition, il y a tellement plus que le donner et c'est l'art, j'aime aussi beaucoup danser, qui m'a appris à voir les choses d'une manière différente. Donc je pense que les meilleurs professionnels sont des gens curieux qui ont d'autres intérêts et il y a une pollinisation croisée, je dirais, entre les différents domaines. OK. Moi, j'avais, jusqu'à peut-être la pandémie, mais une image, une métaphore, peut-être il y a beaucoup de gens qui l'ont, sur l'apprentissage, qui est mettre pierre sur pierre pour bâtir la cathédrale de la connaissance, comme si la connaissance n'était que accumulatif. Mais de temps en temps, tu te rends compte que tu as mis une pierre il y a 15 ans, que ça n'est plus valable. Tu l'enlèves et la moitié du mur tombe. Ou une fenêtre qui va plus là, tu l'enlèves, l'autre moitié du mur tombe. Donc je me rends compte que cette idée de la cathédrale comme de la connaissance accumulative n'est pas vraie, qui est plutôt, régénératif, c'est-à-dire il y a des choses qui changent. Donc se mettre en question et et d'autres domaines nous aident à se remettre en question en permanence. C'est pas dire que l'histoire et l'expérience ne vaut pas, mais il faut l'actualiser. Ouais, c'est pas quelque chose qui se détruit tout le temps, ça peut se détruire, mais c'est plutôt une plante que tu arroses petit à petit, qui grossit et qui peut aussi dépérir quand tu enlèves une feuille ou un pétale. Mais il y avait des réalités qu'on défiait pas et qu'aujourd'hui sont plus vraies. Et des business comme Facebook a commencé sans un business model. Le WhatsApp a commencé sans un business model. Google avait commencé sans un business model. Donc toutes les universités, les grandes écoles de business te disent: «Il faut que tu réfléchisses avant de commencer, un business,
au business model. Voilà. Et Airbnb est la plus grande société hôtelière du monde et n'a pas une chambre. Ou Uber et n'a pas une voiture. Donc, mais il faut reconnaître ces changements de paradigme. Tu parlais du fait que pour progresser également, tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre, un podcast, un journal à me recommander, un livre de chevet par exemple qui t'accompagne et que tu as plaisir à relire. On a parlé de ton livre, ah, ça peut être un indispensable. Et est-ce que tu en as un autre à me recommander? Ah, ben écoute, c'est indispensable à changer au cours des années. Je me souviens, peut-être quand j'avais 30 ans, je voyageais avec un petit bouquin des étoiles. J'adore regarder les étoiles et à l'époque, pour avoir une carte d'étoiles, c'était un bouquin. Aujourd'hui, je l'ai sûrement Sur une app. sur les apps. Après était un petit bouquin, un cahier où j'écrivais. Je pense que c'est bon d'écrire. Je le fais pas toujours, mais à des époques, je recommande de le faire parce que ça te donne une idée de croissance et d'évolution. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et j'ai toujours un petit bouquin que je voyage de poésie, de spiritualité qui n'a rien à voir avec les business et que ça toujours me garde, en perspective. Voilà. Il faut pas se prendre trop au sérieux. Est-ce que tu as un livre que tu as actuellement de poésie qui t'accompagne en ce moment? Le Petit Prince, je le garde et je le reprends de temps en temps. Hem, oui, je l'aime énormément et c'est très, très profond. Il y a des choses à travailler, je dirais. Je l'aime énormément. Quand tu parles d'écriture que tu écris, qu'est-ce que tu écris au quotidien? C'est un journal de bord? C'est, des idées, qui sont de passage? Qu'est-ce que tu écris? Tout, un journal, mais surtout des idées, des impressions, des choses que je crois importantes. Sont de petites notes. C'est intéressant parce que je reviens pas beaucoup à revoir ce que j'écris il y a 2 ou 3 ou 4 ans, mais ça m'aide à réfléchir. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Un leader que j'admire énormément, c'est Jack Welch. Il était un mec qui a fait son PhD en ingénierie chimique, qui a qui a qui a vraiment fait une croissance extraordinaire et il me disait, «Be authentic, be authentic». C'est authentique, retrouve toi-même, retrouve ton propre chemin, retrouve tes propres projets, tes propres atouts. Be yourself. Et je pense que dans un monde où on se met tout de suite des masques parce qu'on croit que ce sont plus valables aux autres que sa propre figure, hem, cette recommandation d'être soi-même, je pense que c'est très, très important. OK, Et peut-être j'ajouterais celle de d'accord. Bill Clinton: «Never ever give up, never ever give up». Il y a eu un moment, quand j'avais 33 ans, dans cette période des crises, dans la boîte start-up, où j'ai dû avoir 2 boulots, où je cherchais une sorte de ticket de lottery ticket, non? Avoir, comment est-ce qu'on dit? Les grands prix et ça, c'est très difficile. C'est rare d'avoir the $1 million opportunity. Si au lieu de vouloir un succès overnight, un peu par chance, on s'est dit: «Tous les jours, je veux avancer 1 mètre. Tous les jours, je vais avancer 1 mètre». Dans 10 ans, tu seras où tu souhaites, où tu rêves. Donc cette idée de b bet, heu, de parier plus dans la continuité, l'effort et le parcours que dans la grande opportunité. Si tu devais transmettre un conseil à une personne qui souhaite améliorer, sa posture de leader, quel serait-il?
De même que je dis, on peut définir leadership comme, allumer le cœur des autres derrière un projet commun. Mmh. Je peux dire aussi que leadership, c'est un long journey à ton propre cœur. Leadership, c'est se retrouver soi-même et donc encore là, mets-toi ça dans l'agenda. C'est pas difficile. Ce qui est dur, c'est soutenir les efforts. Moi, dans mon développement personnel comme leader, j'utilise beaucoup les invites, périodiques, tu vois? Tous les lundis, 5 minutes. Peut-être il y a des semaines où je le fais pas, je le vois pas et cetera, mais se poser la question: «Quel est mon rêve?» tous les lundis. Comment est-ce que je peux faire sentir l'équipe une appartenance à l'équipe? Cette question tous les mardis. Comment est-ce que je peux bâtir confiance tous les mercredis? Comment est-ce que je peux empower mon team tous les jeudis? Et comment est-ce que je peux allumer le cœur de tout le monde tous les vendredis? Ces 5 questions au cours des semaines, 5 minutes par jour, je vous jure que dans 3 mois, parce que c'est comme chercher de l'eau dans un puits intérieur. La question qu'on se pose nous permet d'épuiser, non d'épuiser, au contraire, de faire un manantial comme D'aller de chercher l'eau. au fond de soi-même. Exactement, exactement. OK. Il y a un bouquin qui a été très important dans ma vie, qui s'appelle «La crise de la moitié de la vie comme chemin spirituel» de Ansel Grün, qui est un moine bénédictine allemand et qui finalement, en utilisant des dif Freud et différents, sources psychologiques et spirituelles, dit: «Les premières années de notre vie, en général, notre projet est celui de notre entourage, de nos parents, des de notre société et c'est à la moitié de la vie, 35-40 ans, où on se retrouve à un moment où on se dit: «Est-ce que c'est vraiment mon projet de vie ou c'est un projet des autres?» et c'est là où, si on a fait cette démarche spirituelle de connaissance de soi-même, on pourrait changer notre nord pour faire ce qu'on aime et qui correspond à notre projet de vie. Le leadership, c'est un parcours, c'est pas une recette pour faire demain matin. Mmh. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire et sur ta réponse également à la question précédente. C'est dire aussi que être leader, c'est montrer la voie, mais avant de montrer la voie, il faut être en accord avec soi-même, avec ce qui se passe dans la tête intellectuellement, mais surtout avec le cœur, parce que on parle, et tu en parles dans ton livre, c'est l'homme qui est au centre, et on ne suit pas quelqu'un naturellement qui n'est pas en accord avec lui-même. Exactement, exactement. Pour être leader, il faut la connaissance de soi-même, il faut présence, il faut une, inner compass, hein. Il faut toute un chemin spirituel pour qu'il soit honnête, pour que le projet choisi soit vrai, soit honnête, soit ta passion. Parce qu'on peut pas allumer le cœur des autres si on n'a pas notre propre cœur allumé. Allumé par un désir, un projet de vrai. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Eduardo? Ben, je pense que LinkedIn, c'est la meilleure façon de le faire, ouais. Super. Bah, écoute, parfait. Je mettrai le lien de toute façon, de, ton profil LinkedIn, en commentaire de cet épisode et le lien de ton livre aussi pour les auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus. Ben, ils peuvent le lire en anglais, en espagnol ou en chinois. Donc, parce que ça a été publié il y a un an, en Chine. Et vraiment, si les auditeurs ont été intéressés, touchés, curieux par ce qu'on a parlé aujourd'hui, je les encourage de me contacter pour continuer cette conversation. Super. Merci beaucoup pour ton temps, Eduardo. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ben, un plaisir, Paul. Merci beaucoup à toi.
Notre émission s'achève, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.